Et là, on va s'intéresser au TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on va commencer comme d'habitude par nos définitions. Ensuite, on parlera donc des répercussions au quotidien, le fait d'avoir un trouble attentionnel ou un trouble exécutif. Voilà, quelles sont les répercussions au quotidien, le développement de ses fonctions, les causes neurobiologiques du TDAH qui ont pu être testées, enfin les hypothèses en tout cas qu'on a par rapport à tout ça, les signes cliniques, la question de la prévalence et des variations culturelles, la question du diagnostic et enfin la prise en charge. Alors, comme d'habitude, vous voyez que bon, le DSM, c'est vraiment la référence en fait, sur les questions diagnostiques. Et donc, on va voir ce que nous dit le DSM du TDAH. Donc, le TDAH, pareil, fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Il constitue une catégorie diagnostique en soi, mais il va y avoir plusieurs formes de troubles d'attention qui vont pouvoir être dégagées, enfin en tout cas autour du TDAH, donc soit sur le versant inattentif, soit sur le versant hyperactif impulsif. Donc, le premier critère, c'est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement, comme à chaque fois, et qui est caractérisé soit par un, donc là on va commencer par ça, par tout ce qui est inattention, soit deux, vous verrez, donc c'est ce qui concerne plutôt l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc pour l'inattention, on nous dit 6 ou plus, les symptômes suivants persistent depuis au moins 6 mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement attendu et qui a un retentissement négatif direct sur les activités sociales, scolaires ou professionnelles. Alors tout de suite, ils nous mettent des nota bene dans le DSM, parce qu'ils nous disent, attention, les symptômes ne sont pas seulement la manifestation d'un comportement opposant, provocateur ou hostile, ou de l'incapacité à comprendre les tâches ou les instructions. Finalement, c'est un petit peu des critères exclusifs, des critères d'exclusion qui sont ici proposés, sachant qu'on va voir que le comportement opposant est quand même souvent associé, les aspects comportement d'opposition et de provocation. Mais en tout cas, voilà, les symptômes ne doivent pas être la manifestation de ces types de comportements. Et puis, on nous dit aussi que, par contre, chez les adolescents ou les adultes, à partir de 17 ans, on peut considérer que 5 symptômes suffisent, au lieu des 6 qui sont requis dans la définition originale. Donc, ces symptômes, les voilà. Enfin, voilà déjà une partie. Donc, le fait que l'enfant ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités, qu'il a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux, par exemple rester concentré pendant un cours, pendant une conversation, pendant la lecture d'un texte long. Moi, je demande aussi souvent pendant les jeux de société comment ça se passe, parce que je trouve qu'au moins ça traduit une activité a priori pour lesquelles ils sont au départ motivés, où il n'y a vraiment pas d'opposition, contrairement aux aspects un peu scolaires, mais en tout cas, les jeux de société, par contre, demandent à l'enfant une attention particulière, un effort cognitif finalement pour suivre la partie, pour tenir tout le long d'une partie. Parfois, il y a des jeux de société qui sont très longs. Donc, je trouve que c'est un bon exemple. Je demande souvent comment ça se passe dans les jeux de société. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement, donc le fait de devoir interpeller souvent l'enfant, ne se conforme pas aux consignes, ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches, ses obligations. Donc le fait qu'on a du mal à aller au bout d'une tâche ou qu'on a du mal à respecter strictement ce qui est demandé au départ. Des difficultés pour organiser ses travaux ou ses activités, donc gérer des tâches séquentielles, donc des activités qui vont demander plusieurs étapes, garder ses affaires en ordre, voilà, pas se désorganiser dans le travail, gérer le temps, respecter des délais, etc. Alors, parfois, quand certains passent sur l'écran, ça fait une trace et je ne sais pas trop si vous pouvez l'enlever ou si vous pouvez faire annuler. Ou moi, j'ai l'impression que je n'ai pas la main dessus. Donc, ce trait risque de rester tout au long de la présentation, comme ça l'avait fait pour la vidéo aussi tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si la personne qui a fait, j'ai vu écrit iPhone, il me semble. Alors, donc il n'y a pas de noms qui ont été rentrés. Je ne sais pas si vous pouvez l'enlever ou si moi je peux faire quelque chose. Mais c'est vrai que... Ah, super, ça a disparu. Merci. On continue donc nos symptômes d'inattention. Donc souvent évite ou a en aversion ou fait à contre-cœur des tâches qui vont nécessiter un effort mental soutenu. D'ailleurs, c'est pour ça que par exemple les jeux de société
même si les enfants sont motivés, ça demande un effort mental soutenu. Et il y a parfois des enfants TDAH qui n'aiment pas les jeux de société parce que c'est finalement une tâche qui demande un effort mental soutenu. Alors, il y en a d'autres qui jouent, mais voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ils ont du mal un peu à suivre les parties, etc. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou ses activités, matériel, crayon, livres, clés, etc. Se laisse facilement distraire par des stimuli externes. Pour les adultes et les adolescents, c'est aussi que ça peut... C'est pas que des stimuli externes, ça peut être aussi des stimuli internes dans le sens où ils pensent à quelque chose, hop, ils passent du coq à l'âne, donc ils digressent en fait dans leur discours. Et puis, il y a des oublis fréquents dans la vie quotidienne, transmettre une information, faire ce qu'on a demandé. Souvent, c'est une plainte très fréquente, ça, des parents, de dire on est tout le temps obligé de répéter. Il part faire quelque chose, il a l'air d'aller le faire, et puis en fait, il se laisse distraire, justement, typiquement, et il oublie ce qu'il devait faire et il passe à autre chose. Donc, voilà nos symptômes d'inattention. Donc, pour arriver au diagnostic de TDAH, il faut au moins 6 de ces symptômes, ou 5 si... pour les enfants les plus grands ou pour les adultes. La deuxième grande catégorie de symptômes, c'est les symptômes qui vont concerner l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc pareil, il faut qu'on en ait 6 ou plus, qui persistent depuis au moins 6 mois, un degré qui correspond au niveau de développement et qui est en retentissement négatif sur les activités, etc. Donc après, là, on a nos critères classiques. Et puis, ici encore, on nous redit attention, ça ne doit pas être la manifestation d'un comportement opposant, provocateur, hostile ou incapacité à comprendre. Et on nous dit encore une fois ici que 5 symptômes seulement sont requis. Alors, les symptômes d'hyperactivité impulsivité, c'est le fait donc de souvent remuer les mains, bouger les mains, les pieds, se tortiller sur son siège, gigoter. Le fait de se lever souvent en classe ou en tout cas dans des situations où on est supposé rester assis. Donc même ça peut être aussi un bureau, à table, ça peut être même devant la télé, voilà, des choses comme ça. Le fait de courir ou grimper partout, ou en tout cas dans des situations où ce n'est pas approprié. Donc ça peut être des enfants qui, voilà, dans un magasin, vont toucher à tout, vont grimper sur la barrière, mais ça c'est plus pour les plus petits. Chez les adolescents ou les adultes, ce qui est noté, c'est que ça peut se limiter à un sentiment d'agitation, c'est-à-dire une sorte d'impatience motrice, mais qui n'est pas forcément hyper visible comme elle l'est chez les enfants. Souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs, donc ça rejoint un peu tout ça. Souvent sur la brèche ou agit comme s'il était monté sur ressort, donc difficulté à rester immobile, comme dans des restaurants, des réunions, donc qui peut être perçu par les autres comme quelqu'un d'agité ou comme difficile à suivre. Souvent qui parle trop, donc là on rejoint un peu plus tôt le côté aussi impulsivité. Et donc là, l'impulsivité est plus nettement décrite à travers ces symptômes. C'est le fait de, par exemple, laisser échapper la réponse à une question qui n'est pas entièrement encore posée. Ou, par exemple, dans les tests, ça peut être le fait de commencer un test ou de commencer un exercice alors qu'on n'a même pas fini de donner la consigne. Des difficultés donc à attendre son tour et globalement, en fait, à attendre, une impatience. Et le fait d'interrompre souvent les autres ou d'imposer sa présence, faire irruption dans des conversations, des jeux ou des activités, prendre un objet sans avoir demandé la permission, voilà, s'imposer, reprendre ce que les autres sont en train de dire ou ce que les autres sont en train de faire, ça sera plutôt pour les adultes. Donc encore une fois, il faut qu'on ait 6 de ces symptômes pour pouvoir parler de TDAH, ou 5 pour les plus grands. Et puis ensuite, on a nos autres critères, qui sont les critères un peu aussi qu'on peut retrouver classiquement. Nos critères, donc, le fait que ce soit présent avant l'âge de 12 ans. Alors, dans le DSM-4, c'était avant l'âge de 7 ans. En fait, ça a été modifié parce qu'il y a quand même des difficultés diagnostiques avant 4-6 ans. Surtout quand il n'y a pas d'hyperactivité, on n'est vraiment que sur le côté inattentif. C'est très difficile de poser les diagnostics avant 4-6 ans. Et donc, de bien repérer les signes avant 4-6 ans, c'est difficile. Donc, finalement, l'âge avant 7 ans était un peu trop restrictif, donc ils l'ont augmenté. Mais en tout cas, c'est quand même important qu'il y ait un tableau clinique significatif pendant l'enfance. Donc, c'est pour ça que même les adultes qui se font diagnostiquer, on cherche à voir aussi dans l'enfance si les symptômes étaient présents. Ensuite, on nous dit que les symptômes doivent être présents dans au moins 2 contextes différents. Par exemple, à l'école et à la maison, ou en rééducation et à la maison, et en rééducation et à la famille, avec les amis, enfin, etc.
L'idée, c'est qu'on soit sûr derrière de ne pas identifier un problème de comportement qui serait lié à une situation, par exemple un rapport à la scolarité très difficile et un enfant qui finalement aurait ses comportements que dans le cadre scolaire et donc pas du tout à la maison. Dans ce cas-là, on va plutôt aller chercher qu'est-ce qui se passe à l'école pour que l'enfant développe ce type de symptômes et on ne sera pas dans le cadre du coup d'un TDAH. Et à la maison, il faut quand même se méfier parce que parfois, il y a le fait que les parents peuvent être très tolérants. Donc, il faut poser des questions précises un peu pour savoir comment ça se passe à la maison et être sûr qu'il n'y a pas quand même effectivement ces symptômes qui sont présents à la maison, mais qui sont bien tolérés et bien acceptés par la famille. Mais simplement, si ça se passe bien à la maison, notre critère de répercussion des troubles, il est quand même un peu moins marqué. Donc, c'est vrai que ça met un peu en cause le diagnostic. Parce qu'effectivement, voilà, il faut que les symptômes interfèrent ou réduisent la qualité du fonctionnement social, scolaire, professionnel. Donc, il faut qu'il y ait des vraies répercussions au quotidien, évidemment, comme à chaque fois. Et les symptômes ne doivent pas survenir exclusivement au cours d'une schizophrénie, d'un trouble psychotique, ou ils ne doivent pas être mieux expliqués par des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles dissociatifs, une intoxication par une substance ou un sevrage d'une substance. Donc ça, ce sont nos critères d'exclusion. Même si on va voir qu'en fait, ils peuvent quand même être aussi associés aux troubles anxieux et aux troubles de l'humeur notamment. Voilà, nos critères donc, classiques du DSM. Bon, je suis revenue en arrière, excusez-moi. Voilà nos critères. Et donc, suite à ces critères, on va pouvoir distinguer 3 grands types de TDAH. Soit des TDAH de type inattention prédominante. Donc ça, c'est quand on a au moins 6 symptômes du côté inattention, donc relatif à notre critère, à notre partie 1, à notre partie de symptômes relatifs à l'inattention. Soit des TDAH qui vont être plutôt de type impulsivité, hyperactivité. Donc ici, on a nos 6 symptômes du côté de l'impulsivité et de l'hyperactivité, mais pas du côté de l'inattention. Donc ça, c'est une forme qui est moins fréquente, en fait. C'est la forme qui est un peu moins fréquente quand elle concerne que des symptômes d'impulsivité, hyperactivité, sans symptômes inattentifs. Parce que la forme la plus fréquente, c'est quand les enfants vont cumuler, vont atteindre le seuil de 6 symptômes sur 9 pour les deux versants, pour les deux grands groupes de symptômes. Donc à la fois les symptômes d'inattention et les symptômes d'impulsivité, hyperactivité. Donc, c'est la forme mixte qui reste la plus fréquente. Donc, on cumule quand même les deux tableaux. Alors, le DSM, c'est toujours une approche des symptômes. Nous, ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qui se passe au niveau cognitif et notamment donc, au niveau neuropsychologique avec une atteinte ici qui concerne en fait donc, les fonctions attentionnelles et les fonctions exécutives. Donc, on va essayer de préciser ces fonctions, voir un peu comment elles se développent, comment elles agissent dans notre quotidien, comment elles sont présentes dans notre quotidien, ce qui va nous permettre de mieux comprendre ensuite du coup ce qu'est le TDAH. Alors, qu'est-ce que l'attention? C'est vrai que l'attention, c'est quelque chose de très large et on en parle de façon, dans notre quotidien, on utilise le fait de faire attention à, le fait de porter attention, le fait d'être attentif, tout ça, c'est très présent dans notre quotidien. Et finalement, ça recouvre quelque chose de très large, mais qu'on pourrait résumer en disant qu'il s'agit de mécanismes qui nous servent à sélectionner une information, à en moduler le traitement et à le maintenir si nécessaire. Donc, on a la notion de sélection qui va impliquer le retrait de certains objets afin d'en traiter plus efficacement d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. On a plein de stimuli qui nous arrivent et on les sélectionne. On va plus ou moins porter attention sur ces stimuli. On ne peut pas traiter tous les stimuli qui nous arrivent. Et puis la notion de maintien qui renvoie au fait qu'on ne peut maintenir un traitement qu'avec un effort d'attention. Donc il y a aussi une notion de volonté derrière et donc d'effort. Alors, les modèles de l'attention, il en existe beaucoup. Je vais juste parler rapidement. Donc, juste rapidement redire que Posner, dans les années 80, a distingué 2 types d'attention. Donc, l'attention endogène, qui est une attention automatique, et l'attention exogène, qui est une attention plutôt volontaire. Donc, forcément, oui, la mémoire, il y a une relation du coup avec la mémoire
dans cette notion de maintien en fait, des informations. Et on va voir que la mémoire de travail, notamment, est considérée par certains auteurs comme faisant partie des fonctions exécutives. Et forcément, pour mémoriser à long terme, il faut avoir porté attention sur ce qu'on mémorise. Donc, forcément, mais on va voir que l'attention et les fonctions exécutives, en fait, elles sont reliées à toutes les autres fonctions cognitives, dont la mémoire en fait partie, bien sûr. Donc, Posner nous disait deux grands types d'attention. L'attention endogène, donc qui est automatique, qui survient suite à un stimuli qui attire en fait notre attention, donc qui n'est pas de notre volonté. Par exemple, s'il se met à y avoir, je ne sais pas, des travaux juste devant, un marteau-piqueur, forcément, du coup, ça va automatiquement déplacer mon attention vers ce bruit. Donc, c'est une attention endogène. Et puis, il y a l'attention exogène, celle que volontairement, je vais remettre mon attention sur mon cours. Et donc, ça, c'est une attention volontaire que je porte quand je me suis fait donc déconcentrer, par exemple, par un bruit. Et donc, justement, il y a cette notion de sélectivité, hein, on l'a vu ici, notion de sélection, donc ce qui fait référence à l'attention sélective, effectivement. Et je vous présente donc un deuxième modèle de Van Zoomeren et Brouwer qui vont en fait proposer de décrire l'attention selon deux grandes composantes, la composante d'intensité et la composante de sélectivité. Donc l'intensité, pardon. L'intensité, on peut la distinguer en deux grandes autres composantes qui vont concerner soit l'alerte phasique, soit ce qu'on va appeler la vigilance. Donc l'alerte phasique, ce serait notre capacité de mobilisation rapide en réponse à un signal transitoire. Donc c'est le fait de pouvoir mobiliser rapidement son attention suite à un signal. La vigilance, pardon, on pourrait la rapporter à ce qu'on appelle l'attention soutenue, ce qu'on appelle aussi l'alerte tonique. Donc, ce serait une sorte d'alerte aussi, mais donc qui serait plutôt sur le fond, alors que phasique, c'est une phase, hein, c'est transitoire, et donc qui va demander plutôt un effort. Donc, vigilance et attention soutenue, on pourrait considérer là ici que c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y a quand même des auteurs qui nous disent vigilance et attention soutenue, ça peut être différent. Parce que, en fait, la vigilance va concerner des stimuli auxquels on doit réagir et qui vont arriver à une fréquence basse, donc vraiment pas souvent. Donc finalement, on a un niveau de vigilance qui peut se mettre en place, parce qu'éventuellement, on attend la survenue d'un stimuli, mais c'est un stimuli qui a très peu de chances de survenir. En gros, il ne survient pas souvent. Alors que l'attention soutenue, ce serait quand ce stimuli risque de survenir de façon assez fréquente. Et donc, il faut maintenir un niveau d'attention constant, plus soutenu que il est du coup plus soutenu que dans le cas de la vigilance, puisque le risque d'apparition du stimuli est si plus élevé. Mais voilà, eux, à l'époque, Van Zoomeren et Brouwer avaient plutôt parlé de vigilance et d'attention soutenue de façon équivalente, en fait. Donc ça, c'est lié aux aspects intensité. Maintenant, aux aspects sélectivité de l'attention, on va retrouver notre attention sélective, évidemment. Donc, c'est le fait d'orienter son attention quelque part, de faire une focalisation de son attention en particulier. Et ça va demander... Pardon, il y a un micro qui s'est débranché. Voilà. Donc, ça va demander d'orienter notre attention, de focaliser notre attention, donc de sélectionner ce sur quoi on va porter notre attention parmi d'autres stimuli, et donc d'inhiber ces autres stimuli. Et là, on voit déjà, avec l'inhibition, que les fonctions exécutives commencent déjà à être impliquées. Donc, l'attention sélective, voilà, c'est cette notion d'orientation, de focalisation de l'attention, donc de sélectionner ce sur quoi on porte notre attention parmi d'autres stimuli, parmi des distracteurs finalement. Et puis, notre attention divisée, c'est le fait d'être capable de créer d'avoir une attention sélective, mais qui va se diviser sur plusieurs objets différents, donc d'effectuer des traitements simultanés. Et ça fait appel aussi à la notion de répartition de l'attention. Donc, toutes ces composantes de l'attention, elles peuvent agir, elles agissent, enfin, c'est pas des, comment dire, ce ne sont pas des modules indépendants les uns des autres.
En fait, pour avoir une attention sélective, il faut un niveau de vigilance ou un niveau d'alerte phasique qui soit suffisant. Quand vous divisez votre attention, vous faites appel à votre attention sélective aussi. Enfin, les choses sont très intriquées. Mais c'est des façons différentes de décrire des grandes composantes de l'attention. C'est une façon d'écrire ça. Alors, on pourrait aussi les résumer comme ça. Tout ce qui va relever de l'alerte phasique, en fait, c'est savoir se tenir prêt. Si on essaye de les distinguer en savoir ici, un peu ce qu'on attend des enfants, c'est qu'ils sachent se tenir prêt face à un stimuli qui pourrait arriver. Et l'alerte tonique ou la vigilance, c'est savoir se tenir prêt longtemps. Donc, maintenir ce niveau d'attention, en fait. La sélectivité, c'est le fait donc de savoir filtrer ce qui est pertinent, ce sur quoi on va porter notre attention. Et puis l'attention divisée, savoir partager son attention. Alors, j'ai des questions donc pour les barrages. Alors, test de double barrage, voilà, c'est une forme d'attention divisée. En fait, il y a beaucoup de débats sur ce que c'est vraiment que l'attention divisée. Est-ce que l'attention divisée, ça peut être perçu aussi comme le fait de shifter rapidement entre deux choses, et donc de faire les deux choses en même temps, ou de faire vraiment deux choses en même temps? Il y a un peu des débats là-dessus, et l'attention divisée, elle peut recouvrir ces deux types de choses. Donc l'attention divisée, ça peut être partager son attention sur deux types de stimuli. Donc diviser, partager son attention, voilà. L'attention, voilà, donc partager son attention sur deux types de stimuli comme dans un double barrage. Mais ça peut être aussi pouvoir traiter faire plusieurs tâches en même temps. Donc, par exemple, une tâche d'attention auditive et une tâche d'attention visuelle en même temps. Mais après, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on shift très rapidement d'un traitement à l'autre, est-ce qu'on fait vraiment les deux en parallèle? Enfin voilà, ça c'est des questions un peu plus précises au niveau théorique et au niveau des modèles. Et puis, il y a ce qu'ils ont appelé ici, vous voyez, donc le système de supervision attentionnelle. En fait, ce serait un système qui serait justement à la frontière entre l'attention et entre ce qui relève des fonctions exécutives et de la mémoire de travail. Parce qu'il faut pouvoir mettre en place notre attention sur des objets particuliers. Donc, ce qui va déterminer sur quel objet on va se fixer notre attention, ça peut être par exemple l'objectif qu'on a en tête face à une tâche. Et maintenir un objectif et planifier le fait d'aller au bout de cette tâche, on est déjà dans les fonctions exécutives. Donc, finalement, ce système de supervision attentionnelle, il ferait la frontière entre les fonctions attentionnelles et les fonctions de mémoire de travail, fonctions exécutives. Mais encore une fois, c'est un modèle, c'est-à-dire que forcément, il simplifie les choses et qui ne tient pas compte de tout. Et donc, c'est vrai qu'on voit tout de suite que, en fait, même le fait de distinguer, pour certains auteurs, en fait, c'est une aberration de distinguer l'attention et les fonctions exécutives. C'est des choses qui fonctionnent forcément ensemble. Mais voilà, pour une question de réflexion, et parce que ça a quand même aussi du sens en clinique, on les distingue. Alors, les fonctions exécutives, maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc là, on a fait une définition assez rapide et simple de l'attention. Je ne voulais pas vous mettre trop de théorie là-dessus et qu'on se concentre plutôt sur la clinique. Mais voilà ce qu'on pouvait retenir. Et maintenant, donc, les fonctions exécutives. Alors, on en distingue plusieurs. On peut distinguer, par exemple, l'inhibition, pour moi, qui est vraiment la fonction exécutive centrale, qui joue un rôle de filtre, qui joue un rôle de contrôle. Moi, quand j'essaye d'expliquer aux parents un enfant qui a un trouble de l'inhibition, je donne vraiment cette image du filtre et le fait que sans arrêt, on doit inhiber, donc on doit bloquer, contrôler, filtrer des stimuli qui nous arrivent. Donc, quand on a des bruits, par exemple, qui sont autour de nous, et si c'est des bruits parasites sur lesquels on n'a pas besoin de porter notre attention par rapport à la tâche qu'on est en train d'effectuer, il faut pouvoir les inhiber, les bloquer, ne plus s'en occuper. Mais j'explique aux parents que la fonction de filtre, elle peut aussi venir de l'intérieur. Donc, ça peut être aussi des enfants qui ont du mal à inhiber leurs propres pensées, leurs propres émotions. Donc, ils vont penser à quelque chose, hop, ils le disent, ce qui amène à tous les symptômes d'impulsivité. Il y a un stylo sur le bureau, hop, ils l'attrapent. Ils ont une chaise qui tourne, ils la font tourner. En fait, sans arrêt, les objets, ils nous appellent à des actions. Et donc, ces actions,
enfin, tous ces stimuli et toutes ces actions qui sont appelées par les objets, on les inhibe, on les contrôle et on les filtre en fait. Donc c'est vraiment cette notion de contrôle tout à fait, de filtre qui est importante pour comprendre cette notion d'inhibition. Ensuite, on a la flexibilité cognitive. Donc ça, c'est le fait d'être capable de shifter, donc d'être flexible, de passer d'une chose à une autre, de s'ajuster, de faire varier nos stratégies si elles ne fonctionnent pas, de passer d'une tâche à une autre. Voilà, des choses comme ça. De toute façon, on va les redétailler, hein, tout ça. La planification, c'est le fait de gérer des tâches soit en cours actuel, soit des tâches qu'on anticipe, qu'on prévoit dans le futur. Typiquement, on en a besoin quand on doit résoudre un problème. Hein, c'est aussi une fonction centrale quand on est face à une action et qu'on n'a jamais fait, qui est une action nouvelle pour nous, donc un nouveau problème en fait à résoudre, et on va devoir planifier les choses. La mémoire de travail, donc comme je le disais, pour certains, elle fait partie des fonctions exécutives. Ça fait un petit peu débat pour d'autres auteurs, elle est un petit peu à la frontière. Mais la mémoire de travail, donc voilà, c'est le fait d'être capable de maintenir en mémoire à court terme des informations et de les manipuler mentalement, de faire un travail mental sur ces informations qui sont stockées en mémoire à court terme. Et la régulation émotionnelle, qui ferait partie éventuellement des fonctions exécutives. Pareil, elle fait un petit peu plus débat. Je les ai mis un peu dans l'ordre de ce qui est purement une fonction exécutive et ce qui l'est un peu moins. Mais la régulation émotionnelle, pour moi, elle est beaucoup liée en fait à l'inhibition, au contrôle, hein, en fait, au contrôle du comportement de l'impulsivité, qui demande aussi un contrôle, qui joue aussi sur nos capacités de contrôle de nos émotions. Donc un processus d'évaluation, d'autosurveillance et d'ajustement émotionnel. Mais pour certains auteurs, ce serait une fonction exécutive à part entière. Et puis on peut aussi citer des fonctions comme le fait d'activer ou d'initier un comportement face à une tâche, la prise de décision, le maintien d'un but, même si c'est beaucoup lié à la mémoire de travail, à la planification, etc. Voilà, selon la littérature que vous lirez, on peut avoir ces fonctions qui sont plus ou moins considérées de façon indépendante les unes des autres ou plus ou moins liées. Alors, un modèle qui fait référence concernant les fonctions exécutives sur le versant développemental, c'est le modèle de Adele Diamond en 2013. Donc, il considère que nous avons donc une fonction de mémoire de travail qui va jouer aussi sur nos capacités donc, de contrôle inhibiteur. Donc, en fait, notre capacité de contrôle, elle va dépendre de ce que nous avons mis dans notre mémoire de travail et notamment le but de notre action. Donc, le contrôle de l'inhibition, enfin l'inhibition en fait, qui pourrait se distinguer aussi en plusieurs parties. Et vous voyez que par exemple ici, on a tout ce qui est attention sélective, qui ferait partie, comme je le disais, de l'inhibition, puisque en fait, on nous demande de sélectionner, donc de trier, donc d'inhiber certaines informations par rapport à d'autres. Donc l'attention sélective, effectivement, est intimement liée à l'inhibition. Mais il distingue donc ensuite l'inhibition cognitive et puis tout ce qui va être l'inhibition comportementale. Donc la régulation de soi, hein, globalement, hein, c'était noté comme ça. Et puis on a ensuite une fonction cognitive d'un petit peu plus haut niveau qui serait la flexibilité, qui dépendrait de notre mémoire de travail et de nos capacités d'inhibition. C'est vrai que la flexibilité, on a du mal à l'envisager sans se dire qu'elle dépend aussi de nos capacités d'inhibition. Parce que être flexible, ça veut dire être capable de passer d'une chose à une autre, d'un raisonnement à un autre, d'une stratégie à un autre, d'un type de stimuli à un autre. Donc ça demande d'inhiber la première chose pour passer à l'autre chose. Donc on a forcément aussi cette fonction d'inhibition qui joue dans la flexibilité. Donc c'est pour ça que Diamond la met à un plus haut niveau et la met sous la dépendance de la mémoire de travail qui nous maintient toujours, qui nous permet toujours donc de maintenir notre but, voilà, d'avoir en tête ce qu'on fait. Et puis donc voilà, l'inhibition, la flexibilité cognitive qui serait un peu plus haut niveau. Et ensuite à un haut niveau, elle met ce qu'elle appelle donc les fonctions exécutives de haut niveau qui contiennent la planification, la résolution de problèmes, donc elle les distingue, et le raisonnement. Finalement, ce qu'on appelle aussi l'intelligence fluide. Donc vous voyez, elle le met en fait
elle le conceptualise comme étant une fonction exécutive, mais une fonction exécutive de haut niveau, le raisonnement, qui va mettre en lien les autres fonctions exécutives, qui va nécessiter, qui va mobiliser les autres fonctions exécutives. Donc, c'est un modèle qui est intéressant. Et on va prendre effectivement des exemples de chaque fonction. C'est vrai que j'aurais pu placer le modèle un peu plus tard dans ma présentation, parce qu'on fait tout de suite appel à des concepts un petit peu compliqués. Bon, mon but ici, ce n'était pas non plus de toute façon de détailler ce modèle, mais simplement de vous dire qu'il existe. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'a fait Diamond si vous voulez plus de précision. Mais voilà, mon but, c'était plutôt d'aller essayer de définir donc, ces capacités exécutives. Donc, on peut les définir comme des capacités d'autorégulation par lesquelles l'individu exerce un contrôle intentionnel sur sa pensée, ses actions et ses émotions, on pourrait rajouter. Ce contrôle, donc c'est pour ça qu'on voit que l'inhibition et la notion de contrôle est centrale. Hein. Ce contrôle permet la mise en place de conduites complexes et adaptatives, notamment dans des situations nouvelles pour lesquelles il n'existe pas de routine ou lorsque celles-ci sont inappropriées. Donc, il faut changer une routine, donc en mettre en place une nouvelle, et ce, afin d'atteindre des buts précis. Donc ça, c'est une définition qui se veut globale, c'est-à-dire qui cherche à regrouper tout ce que pourraient être les différents types de fonctions exécutives qu'on a vues. Mais c'est vrai que quand on lit cette définition, et quand on voit ce qu'est l'attention et ce que sont les fonctions exécutives, on a donc finalement tous les modules cognitifs qui sont subordonnés aux fonctions attentionnelles exécutives. Un peu comme on l'avait dit avec la notion de la mémoire, qui forcément dépend de nos fonctions attentionnelles et exécutives également. Donc, comme tous les modules cognitifs sont subordonnés à ces fonctions attentionnelles exécutives, quand il y a un problème à ce niveau-là, les conséquences sont parfois très globales, très envahissantes. Et donc, c'est ce qui se passe avec le TDAH.